Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette table ronde Se lancer dans l'open data, panorama et retour d'expérience à l'échelle territoriale. C'est la première table ronde de la rentrée. Il y a eu effectivement la rentrée DataGouv, le premier événement qui a eu lieu mercredi dernier, mais là c'est le premier webinaire. Donc tout un tas d'événements. Aujourd'hui on va parler des collectivités territoriales, mais ensuite on a tout un tas d'événements sur différents sujets liés à la data et à data.gouv.fr. Data.gouv.fr, si vous ne connaissez pas, c'est la plateforme des données publiques françaises pour ouvrir, partager, améliorer les données publiques. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez en tant que citoyen publier également des données sur data.gouv.fr. Évidemment les acteurs publics, les administrations, les ministères, mais aussi les collectivités territoriales, et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi trois intervenantes et intervenants
qui vont justement parler de ce sujet avec moi. Je vais tout d'abord je vais vous présenter en premier lieu Nathalie Gosselin, qui est conseillère régionale des Pays de la Loire, également adjointe au numérique à la mairie de La Roche-sur-Yon, également secrétaire d'Open Data France. Bonjour Nathalie. On a ensuite avec nous Lydie Vinsonneau, qui est responsable accompagnement et data chez Mégalis Bretagne. Et enfin, Pierre Siminiszewski, chef de projet usage numérique à la ville de Lambersart. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. L'objectif de cette table ronde, c'est que des personnes en territorial ou au-delà qui souhaitent se lancer dans l'open data en 2025 en tirent des conseils pratiques et utiles dans leur prochaine tâche d'ouvrir des données. Et en fait, c'est un sujet où on parle beaucoup des plateformes, nous les premiers, data.gouv.fr, mais il y a d'autres tâches du quotidien qui sont intéressantes et dont il faut parler. Donc, première question, je vais vous laisser vous présenter votre rôle dans votre organisation et les spécificités méconnues, notamment du public. Donc, Nathalie, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis adjointe à la politique de la ville et au numérique de la ville de La Roche-sur-Yon agglomération depuis 2014, mais également conseillère régionale depuis 2015. Je suis administratrice, donc secrétaire générale d'Open Data France depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je suis vice-présidente de Réseauville, qui est un centre de ressources politiques de la ville. Alors pourquoi j'ajoute aussi Réseauville? Parce que l'open data aujourd'hui est un peu partout et vous allez voir dans mes présentations, ça se regroupe et bien sûr que voilà, on parle d'open data un peu partout maintenant. Très bien, merci beaucoup. Lydie, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation également. Donc moi, je suis Lydie Vinsonneau. Je suis fonctionnaire territoriale. Je suis responsable de la mission accompagnement et data, comme le disait Johan, au sein d'une structure qui s'appelle Mégalis Bretagne. Mégalis Bretagne, c'est un syndicat de coopération intercommunale à l'échelle de la région Bretagne qui a été créé il y a maintenant pas loin de 25 ans. Alors, à la base, moi, j'appartiens à une direction. Il y a 2 grandes missions à Mégalis. C'est le développement de la fibre optique, à la direction à laquelle je n'appartiens pas. L'autre grande mission de Mégalis, c'est de travailler sur la mutualisation de services numériques pour l'ensemble des collectivités de Bretagne. Donc, on a 60 membres privilégiés, donc qui sont la région, les 4 départements et les 60 intercommunalités. Et à travers les intercommunalités, on touche également l'ensemble des communes. Donc, il y a plus de 1200 communes en Bretagne, puisque les intercos payent un billet d'entrée au bouquet de services Mégalis, que je vais présenter succinctement. Et à travers cette cotisation de l'interco, c'est l'ensemble de leurs communes qui y ont droit. Donc aujourd'hui, Mégalis, c'est plus de 2500 adhérents parce qu'il y a aussi des syndicats de déchets, d'eau, des associations de musique. Toute collectivité, le fédérateur, c'est un acteur public qui passe des marchés publics, puisque à la base, les 2 premiers services qui ont été mis en place à Mégalis bien avant l'open data, c'était la commande publique et l'envoi des actes au contrôle de légalité. Alors plus spécifiquement, moi, mon rôle au sein de cette direction sur les usages numériques avec une petite équipe et mes collègues, c'est d'accompagner les collectivités au quotidien sur l'ensemble du bouquet de services. Et juste pour dire, l'open data est très récent dans l'histoire du bouquet de services puisque ça date de 2020 sur une commande politique des élus du comité syndical. Mais au préalable, et actuellement, vous y verrez si vous allez sur le site, une quinzaine de services, la salle des marchés publics, bien sûr, l'envoi au contrôle de légalité, mais aussi la facturation électronique, la convocation électronique des élus, des accompagnements autour de la sobriété numérique, de l'accessibilité numérique, de la cybersécurité, bien sûr, des outils coffre-fort, j'en passe et des meilleurs. Et dans tout ça, une commande politique en 2020 de dire
On veut avoir un portail Open Data en Bretagne. On veut aider jusqu'aux plus petites collectivités, parce que bien sûr qu'en 2020, il y avait des choses qui existaient, à publier leurs données en Open Data. Voilà. Et pour la petite histoire, moi, j'étais d'abord recrutée, j'étais chef de projet Open Data. Et avec l'histoire, ma mission a évolué, puisque maintenant le projet tourne, on va dire. Donc, dans un premier temps, il était assez chronophage. Maintenant qu'il tourne à peu près bien, je suis responsable de la mission accompagnement et data, donc aussi de l'accompagnement autour de tous les services que je vous ai cités, qui était une liste non exhaustive. Voilà. Super, merci. Effectivement, on verra que l'open data s'inscrit souvent dans un contexte, dans d'autres tâches. Pierre, je te laisse te présenter également. Bonjour, donc effectivement, merci encore pour l'invitation. Je vais faire comme tout le monde. Je me présente, donc Pierre Semejeski, je suis chef de projet pour la mairie de Lambersart, qui est située au niveau de la métropole européenne de Lille. C'est une ville de 27 000 habitants. Mon rôle, donc chef de projet Open Data, IoT, formation numérique et innovation territoriale. Mon objectif, c'est vraiment de rendre les services municipaux plus transparents, connectés et innovants en structurant et valorisant les données, en déployant des solutions IoT intelligentes, en formant les agents aux outils numériques et en développant initiatives innovantes pour améliorer le quotidien, que ce soit des agents et des habitants. Super, merci beaucoup. Effectivement, on peut voir à travers vos présentations que vous avez une certaine complémentarité, puisque Pierre, voilà, vous travaillez dans une mairie, dans une commune. Lydie, vous travaillez aussi vous avez une vision aussi sur la partie mutualisation, puisque Megalis, comme vous l'avez présenté, est une structure qui mutualise des moyens pour des collectivités territoriales en Bretagne. Nathalie, vous avez entre autres la casquette d'élu, donc un peu plus politique, et puis également sur Open Data France en tant que secrétaire. Open Data France, c'est une autre structure qui sert en quelque sorte à mutualiser et à partager des connaissances. Donc ça va être, je pense, intéressant pour nos auditeurs. Donc ma première question, c'était sur un peu votre historique. Est-ce que vous avez pu découvrir lorsque vous avez commencé votre rôle, endosser ce rôle en tant que personne chargée de l'Open Data dans votre organisation? Quels ont été vos étonnements quand vous êtes arrivé dans ce rôle? Est-ce que vous avez pu découvrir? Comment vous partagerez ça à notre public qui veut éventuellement commencer sur cette question, si vous avez une réponse? Vous n'êtes pas obligé de toutes répondre, mais en tout cas, si vous avez envie de prendre la parole. Peut-être Pierre? Ouais, super. Je t'en prie. Effectivement, je vais démarrer. Donc, en tant que municipalité, quand je suis arrivé sur le poste de chef de projet sur l'Open Data, on a dû découvrir justement que pour démarrer, on n'avait pas de données réellement en Open Data. Il fallait se lancer dessus, il fallait essayer de découvrir quel jeu de données il fallait commencer à mettre pour justement s'acculturer à qu'est-ce que l'Open Data, d'un point de vue déjà organisationnel, pour faire comprendre aux collègues justement quel jeu de données il faut récupérer, qu'est-ce qu'un jeu de données, parce que avant d'être de l'Open Data, c'est de la data. Donc forcément, c'est toute une acculturation qu'il faut faire à soi-même, aux dirigeants et aux politiques, mécaniquement parlant, pour qu'on puisse justement extraire les premiers jeux de données. Et pour notre part, on a commencé par un jeu de données qui concerne de nombreuses administrations. C'est tout ce qui est justement les délibérations qui sont issues de tout ce qui est les conseils municipaux et de toutes les assemblées en tout cas qui sont avec des actes vraiment administratifs. Super. Est-ce que Nathalie ou Lydie voulez rebondir? Nathalie, ouais, je t'en prie. Oui, alors moi je suis pas du tout technicienne, mais alors pas du tout. Donc j'ai vécu l'open data un petit peu au fil de l'eau comme les agents au niveau de ma collectivité. Donc depuis 2014, moi je suis élue. Et effectivement, avant de se dire qu'est-ce qu'on va publier comme jeu de données, parce qu'il fallait bien s'y mettre. Alors il faut savoir quand même qu'il faut une volonté politique, mais aussi il faut que techniquement, il faut que les agents soient inclus tout de suite dans la démarche pour que tout le monde puisse évoluer en même temps. Parce qu'on a appris en marchant, on est une petite collectivité. Et donc là, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on met comme jeu de données, comme a dit Pierre tout à l'heure, mais c'est surtout dans quel état sont nos données. Parce que c'est bien de mettre des jeux de données en ligne, mais enfin, si les données sont de mauvaise qualité, si les fichiers ne sont pas travaillés ni bien nommés. Donc, on a d'abord travaillé sur bien gérer les données et puis bien gérer les espaces de stockage. Donc, on a travaillé sur la sensibilisation, les bonnes pratiques.
On a travaillé sur les enjeux d'efficacité, de sécurité, la nomenclature, comment je nomme, quelle durée de vie de ma donnée. Et c'est surtout au niveau de la formation des agents, comment on les accompagne. Et on a mis en place, donc avec eux, on a travaillé sur un plan de gestion de la donnée. Donc tout le monde a son petit plan de gestion de la donnée. On va dire c'est une bonne hygiène de la donnée. Comment je transforme la donnée de mon service pour qu'elle puisse servir à l'intérêt général, en fait. C'était vraiment ça. Et puis c'est surtout leur dire ce que ça va changer, ce que ça va améliorer, comment ils vont gagner du temps tous les jours dans leur travail, en fait, tout simplement. Parce que il fallait absolument qu'on donne un peu de visibilité et surtout pourquoi on fait ce travail. Parce qu'on l'avait déjà fait avec le RGPD. Donc c'était en plus la donnée, le RGPD, etc. Tout est arrivé un petit peu à la suite. Alors je parle même pas de la cybersécurité de l'IA, hein. On reste là pour l'instant sur la donnée. Mais donc tout ça, finalement, c'est bien mis en place. Mais je pense que avant tout, il faut absolument expliquer le pourquoi du comment et emmener les agents dans la démarche. Et les élus, bien sûr, hein, quand je dis les agents. Mais voilà, c'était vraiment la partie importante, c'était la sensibilisation, l'acculturation. Super. Et Lydie, vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes arrivée, vous aviez effectivement d'abord la casquette Open Data. Comment a évolué votre rôle, justement Qu'est-ce que vous avez Oui, parce que c'est vrai que derrière la commande, on veut un portail Open Data, on veut aider les collectivités sur l'Open Data. Finalement, on s'est rendu compte en faisant le périmètre de ce projet que c'était pas tant un portail, un outil, c'est que c'était toute une démarche qu'il fallait mettre en place. Et puis, vous voyez bien que moi, par rapport à Pierre et Nathalie, on a une échelle différente, ce qui fait qu'il y a des choses qui existent et qui marchent. Et puis, il y a des territoires où il n'y avait rien. Le constat qu'on a fait au tout début, c'était déjà de se mettre d'accord sur les valeurs de ce projet, subsidiarité, complémentarité, tenir compte de l'existant, ça c'était très important, parce qu'à la limite, s'il y a des choses bien qui existent et qui marchent, on va pas les réinventer. C'était aussi savoir ce qu'on n'allait pas faire. Par exemple, partenariat Géo-Bretagne qui est sur l'info géographique, qui fait déjà de l'open data depuis des années, c'était pas la peine d'investir ce sujet, puisque ça existait, on a la chance d'être dans une terre de mutualisation. Mais à côté de ça, on voyait toutes les petites communes, je parle des plus petites, c'était valable aussi pour des moyennes, où on faisait le constat simplement en regardant sur DataGouv, parce que ça a été notre premier outil aussi à l'origine du projet, qui avait quelques jeux de données, mais pas beaucoup en 2020, alors que la loi pour une nouvelle république numérique, elle datait quand même de 2016, et que les quelques jeux de données qui étaient présents, je caricature un peu, parce qu'évidemment, il y avait des bons exemples, mais les quelques jeux de données qui étaient présents, ils n'étaient pas mis à jour. Voilà, c'est la qualité aussi dont Nathalie parlait. Et quand on interrogeait un peu les petites collectivités, elles nous disaient, c'est simple, hein, quand dans une commune de 800 ou 1000 habitants, vous avez une secrétaire de mairie, je dis une parce que c'est souvent des femmes, qui vous disaient, moi, j'ai pas le temps. C'est quoi ce truc-là? J'ai pas les compétences, vos schémas, là, SCDL, je sais pas quoi, j'y comprends rien. Et puis, en plus, à quoi ça me sert, moi, de mettre ça sur, voilà. Donc, c'était un petit peu le constat qu'on avait à la base. Et pour contrer ces arguments-là, alors après s'être mis d'accord avec les acteurs existants, des portails départementaux qui existaient aussi, qui étaient dans le décor, ça sert à rien de réinventer, on s'est dit c'est pas tant le portail, mais peut-être qu'on peut travailler, puisqu'on a la chance de fournir des services, j'en ai parlé tout à l'heure, donc 2 services phares, la salle des marchés publics, qui dit salle des marchés publics, dit données essentielles de la commande publique, à mettre en open data, et le contrôle de légalité, qui dit contrôle de légalité, dit acte administratif et budget. Est-ce qu'on peut pas essayer de travailler, puisqu'à un moment donné, les données, elles transitent par notre plateforme de mutualisation régionale, pour capter les données, les stocker en base, faire tous les trucs un peu pénibles qui sont compliqués pour les collectivités, le SCDL, le JSON ou les XML pour les données essentielles de la commande publique, tous les gros mots qui fâchent, et puis les publier sur DataGouv, évidemment, puisque c'est ça l'obligation réglementaire. Donc, de fait, on voit comment la commande d'origine, elle a évolué au vu du contexte dans lequel on était aussi. Et à quoi ça sert, disait Nathalie, je rebondis parce qu'effectivement, c'est ce qu'elle nous disait, mais à quoi ça sert? C'est pour ça qu'en parallèle de ces chaînes de publication automatiques sur les 3 jeux de données, budget, acte et données essentielles de la commande publique, on a fait aussi ce qu'on a appelé des marques blanches. C'est un petit bout de code iframe qui fait que chaque collectivité peut s'en emparer et elle peut, sur son site,
en 2 temps 3 mouvements. Maintenant, elles ont l'habitude. Aujourd'hui, elles ont 3 marques blanches. On travaille actuellement une 4e en partenariat avec Géobretagne, mais sur une carte communale. Mais elles peuvent rapidement mettre leurs délibérations, leurs actes plus largement, leur budget ou leurs données essentielles de la commande publique sous une forme un peu plus digeste qu'un JSON ou un SCDL en CSV, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment pour leur donner envie. Et c'est clair que le fait que sur le règlement de publicité, il y ait une obligation réglementaire aussi, a complètement boosté le départ de ces marques blanches. Donc l'aspect réglementaire est important aussi, l'air de rien. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les personnes qui sont en territorial, comme dans toutes les organisations, vont avoir un manque de temps. Et c'est un sujet, l'open data, qui est difficilement compréhensible aussi, le à quoi ça sert. Donc ces 2 dimensions-là, je pense, sont probablement des thèmes et des sujets, des problématiques que soit ont rencontré ou entendu des personnes peut-être qui nous regardent. Donc face à ces deux choses, qu'est-ce que vous répondez justement pour des gens qui veulent se lancer, qui sont dans la territoriale, peut-être qui aimeraient s'investir sur ces missions-là? La question notamment des moyens humains, donc, puisqu'on parle de temps, donc de moyens, comment vous répondez par rapport à ça? Vous, comment vous l'avez vécu? Peut-être Lydie, justement, je te laisse rebondir d'abord, et puis ensuite Nathalie. Moi, je ne vais pas être longue, je vais laisser la parole à Nathalie et Pierre, mais je pense que c'est l'étape qu'on a faite, nous, c'est déjà voir ce qui existe, parce que souvent, à l'échelle d'un territoire, il y a des acteurs qui existent et qui peuvent aider. Je pense que la mutualisation, c'est quand même un élément hyper important. Nous, en Bretagne, on a la chance d'avoir le partenariat Géobretagne, j'en parlais, sur toute la partie historique, information géographique, mais pas que, parce que maintenant, il y a un catalogue et finalement, on a décidé que notre catalogue, ce serait celui-là. C'est pas la peine d'en réinventer un autre. Il y a des pratiques aussi, ateliers UX, collaboratifs, coopération dans le décor. Et puis, Mégalis, parce que c'est aussi historiquement l'élément de mutualisation, peut-être sur les outils techniques et ce qu'on a pu développer. Donc, le premier conseil, ce serait mutualiser et voir ce qui existe. Très bien. Nathalie? Ouais, nous c'est ce qu'on est en train de faire là déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire que sur l'agglomération, on a 13 communes et on est en train de mutualiser la DSI justement pour toutes les communes. Donc ça permet à des communes de 700 habitants de s'emparer aussi de l'open data, de pouvoir aussi profiter des fichiers et de toute l'open data des différentes communes pour pouvoir elles aussi s'outiller, avoir des outils d'aide à la décision. Et puis ça permet effectivement, on standardise un petit peu tous les besoins et surtout les formations. C'est emmener aussi les maires des petites communes à réfléchir et les agents. Donc on forme tout le monde. Et je pense que sans mutualisation, effectivement, au niveau des agglos, PCI ou autres, je vois pas comment on pourra former tout le monde et mettre ça en place individuellement. Ce n'est pas possible. Sur Open Data France, justement, on encourage cette mutualisation d'initiatives aussi. Donc, et je pense que tout le monde tend vers ça parce que c'est beaucoup d'argent, avoir de la donnée propre, travailler sur de la donnée. Alors l'open data, c'est quelque chose, mais derrière, c'est des financements, c'est du temps, c'est des compétences. Donc c'est pas non plus, c'est pas gratuit. Et effectivement, sur les collectivités, nous on est parti on a transformé notre SIG en fait. Il y a eu un gros mouvement d'agents, des agents qui sont partis en retraite. On a embauché une nouvelle génération de responsables de SIG qui étaient beaucoup plus fins sur la donnée. Et finalement, on a un peu fait évoluer notre service SIG en service de la donnée également. Je pense que voilà, il y a aussi une gymnastique à faire. Les financements sont ce qu'ils sont. Et puis, on a essayé au début de rechercher des postes de data scientist ou autre, et en fait, mais zéro réponse. Et bien sûr, c'est une denrée rare, et ils vont pas venir travailler à La Roche-sur-Yon. Et puis surtout pour les salaires qu'on propose dans les collectivités. Donc voilà, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. Il faut être un petit peu agile. Et puis est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un data scientist au niveau de La Roche-sur-Yon? On avait surtout besoin de quelqu'un pour suivre effectivement les projets, comme Pierre peut-être aussi. C'est plus des agents de ce type-là, de profil un petit peu capables aussi d'aller faire des formations, capables d'aller acculturer, porter la bonne parole, etc. Et puis faire des propositions également d'évolution. Mais vraiment pour les collectivités, pour La Roche-sur-Yon qui est une ville moyenne, on y va pas à pas. On s'aide aussi des plus grandes collectivités qui sont déjà beaucoup plus en avance. On sait que les régions, les départements
sont plus en avance que les petites collectivités, donc les métropoles aussi. Donc voilà, grâce à Open Data France, justement, qui met en place cette gouvernance aussi et cette entraide pour que les plus grands entraînent les plus petits. Donc je pense que cette mutualisation, je vois pas comment on peut passer outre la mutualisation. C'est impossible. Effectivement, toi, Pierre, tu es un peu en première ligne puisque tu es dans la commune en tant qu'agent. Tu me disais notamment que ton travail sur l'open data représente une petite partie de toutes les tâches que tu fais. Tu me disais même que donc c'est en termes de moyens, c'est à relativiser aussi, et en termes de mission, c'est à contextualiser. Tu me disais aussi que quand tu t'adresses à tes collègues, tu ne leur parles pas d'open data aussi. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'est ça. Tout à fait, c'est comme je l'ai dit en préambule quand je me suis présenté, avant d'être de l'open data, c'est de la data. Et chaque service est producteur de data. Alors, ils ne se rendent peut-être pas compte, alors il y a des données publiques qu'on peut partager, mettre à disposition sur des sites, sur des plateformes comme Open Data France, mais par contre, il y a des données qu'on ne peut pas. Ou s'il y a des données qu'on ne peut pas, on peut l'anonymiser pour la rendre disponible en Open Data. Alors après, ça, c'est une autre mécanique à mettre en place. Et moi, justement, quand je rencontre mes collègues, justement, et que je leur parle de data, de données et tout, je leur explique déjà à quoi ça va leur servir à eux, la data. C'est dans un premier lieu, est-ce que ça va répondre à ton besoin, ça va te faire gagner du temps, est-ce que ça va rationaliser un peu ton usage de la data? Parce qu'on s'aperçoit, on peut regarder partout, dans toutes les mairies, quelles que soient les communautés, les comités d'agglo, et tous les plus grands ensembles, on démultiplie les jeux de data de la même data. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des moments, dans 3 services, ils ont travaillé le même jeu de données, chacun de son côté, donc c'est pas très rationalisé la donnée, c'est pas, le temps de travail est un peu dilué en fait dans cette masse de données. Et il est beaucoup plus intéressant de faire comprendre aux services que justement de mettre en avant des fichiers open data qui sont déjà partagés en interne, qui ont tous accès à la même donnée au même endroit, et plutôt avoir des espaces en fait de big data pour le coup avec une quantité de données et qui sont filtrés par vue d'usage. Si par exemple des services techniques ont besoin de la géographie un peu de l'emplacement de tout ce qui est mobilier urbain, on lui donne accès qu'à l'emplacement géographique de ce mobilier urbain. Par contre, un autre service pourrait être tout à fait intéressé par l'entretien de ce mobilier urbain avec toute la partie administrative et financière de l'entretien du mobilier urbain. Ça reste le même jeu de données au final parce que c'est le mobilier urbain, mais qui est filtré par jeu de données. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il faut l'ancrer dans la routine métier. Si on est capable de faire entendre aux collaborateurs que dans ton process métier, tu as une partie où tu mets à disposition ta data d'un point de vue usage, après ça va tout seul. On peut très facilement ensuite passer vers des outils qui permettent justement l'open data beaucoup plus facile. Donc en pratique, tu t'es mis au service de tes collègues dans différents services de la mairie, pas en leur parlant d'open data, mais en leur parlant de leur métier, de ce que ces personnes font au quotidien. Parfois avec des outils peu adaptés. Donc en fait, tu leur as fait gagner du temps en quelque sorte, sans qu'elles voient forcément l'intérêt, elles aient besoin de comprendre l'intérêt de l'ouverture sur laquelle toi tu travailles par-dessus, en fait, c'est ça? En fait, je travaille par-dessus, en fait, je n'ai plus à travailler par-dessus. C'est ça pour ça quand on avait discuté ensemble, là, j'ai très peu de temps qui est consacré à l'open data. Sur ma fiche de poste, globalement, j'ai 5 à 10% grand maximum qui sont que pour l'open data. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est toute une procédure qui va permettre de décharger la production et l'export des data aux collègues. Et c'est eux, justement, qui vont faire tout ce travail. Moi, je me charge juste de faire un peu l'uniformisation des données, les anonymiser et de mettre en place les outils qui vont justement leur faciliter ensuite, eux, vraiment dans leur métier. Avec des outils qui sont mis en place et qui sont disponibles à tous et que j'encourage même les villes, les petites villes, les grosses villes à tester et à mettre justement la main dedans pour faciliter l'open data, comme les outils comme Grist qui sont à disposition, qui sont open source pour le coup, et qui facilitent grandement justement toutes ces étapes-là. Super. Donc ça, pour moi, ça répond aussi un peu à la question de par quoi on commence, en fait, qui est une question un peu centrale pour moi dans cette table ronde. Comment on se lance dans l'open data, notamment, Pierre, tu viens de le dire, pas forcément en parlant d'open data, mais en se mettant au service. Et bon, ça passe par aussi des questions de formation, etc. On pourra éventuellement revenir là-dessus. Et de changement, d'habitude, de pratique, de culture, mais fondamentalement, il ne faut pas que ça soit du temps supplémentaire qu'on demande aux agents.
Pour moi, cette question du lancement de l'Open Data, les réponses, elles se placent donc soit, il y a deux dimensions. Il y a l'intérieur, donc la collaboration avec les agents, et puis à l'extérieur, sur la mutualisation, qui est un mot qui a été prononcé notamment par toi, Lydie. Toi, comment tu verrais justement un agent qui aurait cette tâche comme Pierre de l'open data dans sa collectivité, que ce soit une mairie, un département, voire un autre type d'acteur public. Est-ce que pour toi la mutualisation elle se place dès le départ de l'open data? Oui, alors dans notre cas de figure, nous on n'est pas, comment dire, moi j'ai pas de problématique interne d'open data. Enfin, bien sûr que nous, Mégalis, on contribue au pot commun sur nos délibérations, etc. et ce qu'on peut faire, les données qu'on met sur DataGouv. Mais mon rôle, il est plus sur la facilitation à l'échelle régionale auprès des collectivités. Et je rejoins complètement Pierre parce que l'une des choses qu'on a utilisées, que j'ai dit en filigrane tout à l'heure, c'est que finalement, il faut d'abord que ça leur serve à eux avant de les convaincre, pour les convaincre de les mettre en open data. La visée de l'open data, c'est d'être transparent, de publier auprès de tous les citoyens, mais il faut que ça leur serve à eux. Et c'est là où l'argument marque blanche, pour nous, il a été redoutable. Alors, il n'est pas venu tout de suite sur le tapis. Il y avait déjà passé par l'existant, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est-à-dire pas mettre les mains dans le cambouis parce que j'ai pas le temps, je sais pas faire et tout. Donc nous, on a la chance sur au moins ces jeux de données-là de pouvoir le faire à leur place, de massifier, d'automatiser et y compris de publier quotidiennement sur DataGouv, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une donnée de qualité, ces données-là. Mais ça fait partie du paquet cadeau, il y a à leur dire ça va vous servir à quelque chose. Parce que le 7 octobre 2021 est tombé le changement des règles sur la publicité des actes qui disait vous avez l'obligation dorénavant de publier tous vos actes sur vos sites internet. Ah ben là, comment je fais? Et nous, on avait un bol énorme puisqu'on avait travaillé sur cette marque blanche. Nous, c'était tout prêt au 1er juillet 2022. Donc là, ils ont vu l'intérêt évident. Et quand ils mettent le doigt dans « Ah ben c'est simple en fait, un petit code iframe, au lieu je mets et sirène égale mon sirène et bing, j'ai mes actes », ils font pareil sur les budgets, il y a des jolis graphiques qui s'implémentent tout seuls, ils font pareil sur les données essentielles de la commande publique, et demain ils feront pareil sur une carte zoomée sur leur territoire qui présente l'horaire d'ouverture de la mairie, etc., un projet qu'on conduit avec Géo-Bretagne. Ben voilà, c'est gagné. À partir du moment où ils en voient l'intérêt pour eux-mêmes, bah, ça vient naturellement dans le processus. Super. Et t'en parlais, Nathalie, sur les évolutions métiers, donc toi que tu as vu, que tu as peut-être même impulsé en tant qu'élu dans ta mairie, les changements, les évolutions des métiers de la donnée dans les collectivités, c'est un vrai sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce contexte-là, la formation notamment? Alors, c'est vrai, pour revenir sur ce que disait Lydie, la première chose, c'est qu'il faut bien qu'ils comprennent que ce n'est pas une contrainte administrative supplémentaire. Et de là, il faut absolument leur prouver, leur montrer l'efficacité, le gain de temps qu'ils vont pouvoir avoir sur leur métier avec l'usage de la donnée. Après, c'est vrai que dans nos métiers, alors il y a des services qui ont tout de suite été intéressés parce qu'ils étaient directement liés. C'était tout ce qui était voirie, tout ce qui était transport. Et là, c'était simple parce que c'est les premiers jeux de données un peu bateaux qu'on a mis en open data. Les horaires de transport, les équipements publics, l'éclairage, etc. Donc ça, c'était assez simple et c'était assez rapide à mettre en place parce qu'il y en avait d'autres qui l'avaient fait avant nous. Donc ça, on a pu le faire très rapidement et emmener tout le monde. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis sur l'intranet des agents, chaque agent avait un tableau de bord sur son intranet avec ses données et ses chiffres à lui, qui lui permettaient le matin, d'un seul coup d'œil, de voir de prendre la température en fait de la journée, qu'est-ce qui s'était passé. Alors ça pouvait être la PM avec toutes les infractions, tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans la nuit ou dans la matinée, mais aussi pour les espaces verts. Et tout à l'heure, c'est Pierre qui le disait, hein, tout le monde, tous les agents génèrent de la donnée. Alors après, le truc, c'est de savoir comment on va pouvoir la restituer, comment ils vont pouvoir l'utiliser. C'est un petit peu ce qu'on appelait le quick win. Il faut que ce soit gagnant, mais très rapidement. En fait, il faut qu'ils puissent y voir un intérêt très rapide. Et effectivement,
effectivement, là-dessus, on a beaucoup travaillé et mis en place des choses, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, je parlais de Réseauville, donc qui est une association sur la région Bretagne-Pays de la Loire, sur la politique de la ville. Vous savez, c'est tout ce qui est quartier prioritaire, quartier dit sensible. Et donc, j'étais présidente en 2019, juste avant le Covid. Et on s'est retrouvés effectivement en période Covid. Et là, on s'est retrouvés au niveau des élus de Réseauville. C'est des élus sur la région Pays de la Loire et Bretagne. On était complètement aveugles. On ne savait plus du tout ce qui se passait dans les quartiers. Ça a été très compliqué. Et là, la réflexion, ça a été de se dire, utilisons la donnée afin de voir ce qui n'est pas visible. Et on a mis en place ce qu'on appelait data et quartier. Donc, c'était une première, l'utilisation de la donnée à des fins d'outils d'aide à la décision dans le social. Je dis bien le social. C'est assez nouveau, l'usage. Alors, on est en 2019. Hein. Donc, on a fait 3 ans d'expérimentation. On a croisé des données publiques et privées. Alors, je vous dis que c'était compliqué quand même d'avoir des données assez complexes, que l'ARS, par exemple, Bretagne, a joué le jeu. Ils avaient des fichiers de données qui étaient tout à fait exploitables et tout à fait corrects, mais on a eu aussi, voilà, il y avait alors je ne cite pas tous les noms, mais on a travaillé sur le non-recours de la C2S, qui est la complémentaire santé. On a fait aussi tout ce qui était au niveau des transports entre l'habitation et l'emploi. Donc, le Pôle emploi a donné aussi des fichiers. Les CCS de Nantes, les bailleurs sociaux ont donné des jeux de données. Et donc là, c'est vrai il fallait mettre en place un consensus, mais avec autour d'une confiance, parce qu'on donne des données assez sensibles, anonymisées toujours. Et puis on a eu des retours assez intéressants. Et aujourd'hui, donc l'ANCT, le gouvernement nous finance pour aller prêcher la bonne parole justement autour de tous les centres de ressources politiques de la ville de France et des élus, pour les inciter à utiliser de la donnée à des fins d'aide à la décision, en fait, surtout dans les dépenses qu'on peut faire sur les quartiers, mais aussi canicule adapte. Donc, on a eu des gros problèmes de canicule sur certains. Alors, évidemment, c'est toujours dans les quartiers les plus défavorisés qu'il fait le plus chaud. Ça, c'est une réalité, hein, ce sont des chiffres. Donc, on a travaillé aussi là-dessus. Donc, la donnée, aujourd'hui, elle n'était pas si évidente que ça dans tous les secteurs. Et là, c'est là où ça a été intéressant, parce qu'on a emmené un peu tout le monde. Et même Réseauville, qui est une petite association, les salariés de Réseauville se sont vraiment prêtés au jeu, parce qu'aujourd'hui, ils fonctionnent qu'avec les données, et ils sont très... et on a mis en place effectivement des clauses dans les contrats de ville par exemple, Angers, Nantes, ont mis des clauses data dans leur contrat de ville. C'est-à-dire que tous les signataires du contrat de ville doivent ou peuvent donner des fichiers justement à destination. Donc, entre tous les signataires, on peut s'échanger des jeux de données. Donc, voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais ça nous a vraiment fait beaucoup avancer et permis de comprendre beaucoup de choses sur les quartiers. Et puis, des fois, des choses qui étaient fausses, hein, qu'on peut dire sur les quartiers. Et en fait, on a rétabli quelques vérités. Voilà. Parfois public, mais surtout privé, j'ai l'impression, de façon à ce que vous soyez en quelque sorte souverain et souveraine en tant qu'organisation sur vos données, de pouvoir les récupérer et donc potentiellement les ouvrir, si ce sont des données qui ont vocation à être ouvertes, ou en tout cas à circuler déjà entre les services. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous conseillez aux agents? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tant que responsable de la data, des choses que vous avez à faire dans votre travail, ou est-ce que c'est plutôt à un niveau juridique que ça se passe? Comment est-ce que ça s'articule en pratique pour les agents? Oui, Pierre? Oui, donc moi en fait, je fais partie également d'un groupe data dans les Hauts-de-France où on travaille justement sur la donnée, comment répartir la donnée, et on a parlé récemment effectivement de la clause data. Et quand je suis revenu dans ma mairie justement pour essayer de placer les clauses data dans les marchés publics, pour essayer de faire évoluer nos différentes commandes dans ce sens, là on est confronté un peu au marché public justement, et on peut se mettre des freins assez conséquents sur la validation ou l'obtention de certains marchés, parce qu'ils vont être bloqués par certaines sociétés ou partenaires qui vont avoir peur
justement de donner leurs données. Ou encore pire, de donner nos données. Parce que c'est assez particulier aussi, ça paraît bête, mais il y a des moments, quand on fait appel à un prestataire, quand il travaille, ça a beau être nos données, c'est pas forcément très évident de les récupérer. Et d'avoir un closier data justement qui leur signale et qui leur informe justement que nous sommes toujours propriétaires et souverains de cette donnée et qu'on a le droit de réutiliser notre propre donnée, c'est une autre dynamique. Et convaincre les services juridiques et les instances justement de la mise en place de ces clauses data, c'est pas évident. Personnellement, je n'ai pas encore réussi à convaincre les instances chez nous. En ce sens, je ne désespère pas. Ça prend du temps, hein, c'est un jeu de patience, hein, mais plus les acteurs seront nombreux à intégrer des clauses data à toutes les entreprises qui gravitent autour de différents acteurs de la fonction publique en général, plus on va avoir de facilité à faire passer des clauses data. Il ne faut pas être tout seul dans son coin. Pour le coup, on parle de mutualisation depuis le début. Si on est tous ensemble, justement, acteurs des clauses data, plus facilement on sera mis en place et ça va faciliter justement la récupération de ces données. Aussi simple qu'une donnée, par exemple, de compteur d'eau, on n'est pas forcément propriétaire de notre donnée d'un compteur d'eau. On le lit, ça à nous, on le demande, c'est pas à nous. Donc voilà, c'est assez particulier. Très intéressant, effectivement. Je pense que c'est des acteurs de mutualisation, on en parlait tout à l'heure, à l'échelle régionale ou nationale. Open Data France est un acteur à l'échelle nationale qui peut permettre de diffuser ces bonnes pratiques, c'est potentiellement des modèles de close data pour conventionner ensuite avec des acteurs qui soient privés ou publics. Justement, je fais une petite parenthèse sur Open Data France. Vous avez publié une mise à jour de l'Observatoire Open Data. C'est une question que je vois qui a été posée par une personne du public. Vous pouvez aller sur opendatafrance.fr, vous avez une nouvelle version de l'Observatoire qui a été publiée il y a quelques jours. Cet observatoire montre bien déjà qu'il y a une progression de l'open data au niveau national, donc beaucoup de collectivités se lancent dans l'open data chaque année, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais on voit quand même des disparités, on voit que c'est quand même les plus grosses collectivités, les régions, les départements qui sont les plus actifs et probablement celles qui ont le moins de moyens, donc les communes qui sont un peu en retard sur cette obligation, même quand elles sont concernées. Donc on rappelle que les communes de plus de 3500 habitants sont concernées par l'obligation. Les autres peuvent le faire, mais elles n'ont pas l'obligation. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous suscite une réaction. Et sinon, ma question suivante, sur laquelle vous pouvez rebondir également, serait la question du portail, puisque effectivement, souvent, dans les discussions qu'on a, nous, en tant que acteur national, donc data.gouv.fr, le portail est l'interlocuteur principal à l'échelle nationale. La question du portail revient souvent. On voit beaucoup de collectivités qui lancent leur propre portail. Pour l'instant, aucun d'entre vous n'a mentionné que c'était quelque chose de vraiment nécessaire. Voilà, je vous laisse potentiellement dire dans quel contexte ça peut être utile ou dans les cas où data.gouv.fr publié directement sur data.gouv.fr peut être suffisant finalement. Peut-être, Pierre, je te laisse commencer, mais après Lydie et ensuite Nathalie. Alors, pour notre cas, en fait, nous sommes dans la métropole européenne de Lille, donc la métropole européenne avait sa propre plateforme Open Data. On avait commencé par cette plateforme, on s'est fait les mains justement grâce à cette plateforme-là, mais la problématique des plateformes qui sont comme ceci, pas celle de Open Data France, pour le coup, ils ont tendance à changer les opérateurs d'Open Data. Ils changent de plateforme, ils changent les modèles de plateforme Open Data. Et quand on commence à travailler avec une plateforme et qu'on a pris des logiques de mise en place, de publication de plateforme, de réutilisation de la donnée, et que la plateforme change pour X raisons tout à fait justifiées, les villes, elles sont désœuvrées. Soit elles doivent remettre à plat justement tout le travail du début pour réinstaurer ça sur une nouvelle plateforme, soit justement de changer les automatismes. Et c'est pour ça que nous, on a pris la décision de passer directement sur Open Data Gouv. Ce qui a pour l'intérêt et l'avantage pour nous, c'est déjà il y aura moins de changements de plateforme. C'est pas demain que vous allez révolutionner la plateforme, vous allez faire des mises à jour de plateforme certainement, mais pas plus loin. Et ce qui facilite notre travail. Et en plus d'avoir une plateforme comme Open Data Gouv, déjà, d'un point de vue réglementaire, on obtient directement ce qu'il faut. Mais surtout d'un point de vue réutilisation de la donnée. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de dire que les données sont sur Open Data Gouv que sur une plateforme tiers. En fait, c'est beaucoup plus simple pour les récupérer,
les jeux de données sont unifiés, ils sont normalisés. Parce que dans les plateformes de tous les intercos, par exemple, la normalisation de la donnée, ils sont normalisés pour l'interco. Si on change d'interco, ils ont un peu une normalisation qui est légèrement différente à la nôtre et ça peut poser des problèmes quand on veut faire de la récupération de data, pour faire de l'étude justement sur de la data pour des différents projets et faire de l'aide à la décision politique. Lydie, toi justement, tu me disais qu'au démarrage de ta mission, une des premières choses que tu avais fait, c'était de créer un portail dédié et que finalement vous en étiez revenu. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui, parce que effectivement, la commande politique était sur le fait d'avoir ce portail pour pouvoir valoriser les jeux de données en open data des collectivités en Bretagne. Et à l'époque, notre plateforme, alors il y avait un historique avec le partenariat Géobretagne, mais ne permettait pas de s'ouvrir à l'époque à des jeux de données en dehors de la sphère Inspire. Mais on va dire, il y a quand même ce terreau favorable posé par la directive Inspire qui oblige à réglementer, à normer, à mettre à disposition et sous des standards interopérables issus de l'OGC qui font que normalement, ça peut se reprendre quel que soit l'outil. Mais ça ne répondait pas au cas de figure sur, par exemple, les budgets, les délibérations ou d'autres jeux de données, les subventions, etc. Et c'est pour ça qu'on a travaillé à la base en se disant, bon, bah, du coup, est-ce qu'on ne fait pas un portail en complément pour pouvoir offrir équitablement sur le territoire cette possibilité de diffuser et de rassembler à l'échelon régional. Et on s'est dit, bah, on va prendre UData, qui est la solution technique mise en place à l'époque sur DataGouv. Donc, on l'a mis en place, on a éprouvé le concept, on va dire. Et puis, à partir du moment, c'est très récent, où maintenant Géobretagne propose cette ouverture à tout type de données, le portail régional Géobretagne, bah, on s'est dit, on va utiliser le portail Géobretagne pour très naturellement toutes les données d'information géographique, parce qu'il y a déjà tout un travail historique avec les partenaires sur le territoire. Mais si je dois répondre à la question aujourd'hui, si j'étais en collectivité que je dois démarrer, je pense qu'effectivement, il y a deux cas de figure. Soit il y a un portail qui existe et je ne réinvente pas l'eau chaude. Je vais voir s'il est sur les standards, évidemment, s'il répond aux standards et il peut m'aider à normer les données, etc. Il y a souvent des groupes de travail, on peut en discuter, des clauses dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc, s'il y a un portail, une démarche, bah, très bien, je vais dessus. Et puis, s'il n'y a pas, je publie directement sur DataGouv. Je vois pas aujourd'hui, moi, personnellement, l'intérêt d'aller créer parce qu'il faut voir que si on met en place une plateforme, il faut la maintenir. Ça a un coût, tout ça. On en revient toujours au même. La mutualisation, je pense, est une réponse. Elle peut être départementale, régionale, nationale, mais en tout cas, c'est sans doute là que se trouve la réponse. Très bien. Nathalie, qu'est-ce que tu rajouterais à ça ? Alors, nous, dès qu'on a commencé à faire de l'open data, on a ouvert notre propre plateforme. Donc, on a data.larochesurion.fr. Vous pouvez aller voir, elle est pas mal. Elle est à peu près à jour. Je dis bien à peu près parce que je fais attention à ce que je dis. Mais, et on a aussi rejoint la plateforme Région Pays de la Loire, qui est mutualisée avec le département Loire-Atlantique et la ville de Nantes Métropole. Mais effectivement, il y a un moment, il va falloir arrêter de multiplier les plateformes parce que vraiment, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inscrire son open data dans la durée. Et effectivement, si on multiplie les plateformes comme ça, on sait très bien que voilà, il faut multiplier, il faut mutualiser un maximum. Je le disais tout à l'heure, bon, là-dessus, on n'est pas bon. Il va falloir qu'on retravaille un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, on avait trouvé plus simple de lancer notre plateforme pour maîtriser un petit peu parce que effectivement, il y a eu beaucoup d'eau est passée sous les ponts maintenant et aujourd'hui, la donnée, voilà, on a pu nous la présenter. C'est vrai que les élus, on nous disait, oh là là, vous êtes assis sur un puits de pétrole, les données, c'est de l'or noir, etc. Il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, voilà, la donnée, elle doit servir à tous en fait. Hein. Elle a été générée par les habitants, par la ville, donc elle nous appartient entre guillemets à tous et il faut qu'elle soit mise dans le pot commun, comme disait tout à l'heure Lydie, ça me paraît évident, surtout pour des données effectivement qui peuvent améliorer les conditions de vie des habitants, surtout, c'est un peu ça l'idée.
Pardon, on t'entendait pas pendant... Pardon, du coup, on m'entendait pas, donc je reprends la parole. Je voulais mentionner 2 commentaires de Laure Huguenin et de Benjamin Bardot qui mentionnaient, en complément de ce que vous venez de dire, tous les 3, que dans certains cas, les plateformes territoriales, à l'échelle départementale ou régionale, peuvent servir pour avoir une meilleure médiation, une meilleure éditorialisation, un meilleur rapport plus direct, évidemment, puisque c'est à une échelle locale. Donc, je voulais mentionner ça en complément. Et il nous reste une dizaine de minutes sur cette table ronde. Je voulais aborder la question du futur, comment aller plus loin, qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin. Ma question porterait, on en a parlé un petit peu sur les standards, les référentiels, la question de la qualité, puisque de l'open data, si vous commencez à faire de l'open data, c'est bien. Encore une fois, je le rappelle, le contexte... Le cadre légal ne vous oblige pas à faire de l'open data de qualité, vous oblige, si vous êtes concerné, à faire de l'open data. Donc nous, data.gouv.fr, notre recommandation, c'est déjà de commencer par publier vos données. Mais si vous en êtes déjà à la deuxième étape, c'est-à-dire une fois que vous avez déjà commencé à publier des données, peut-être que les attentes vont être sur la qualité de ces données. Voilà, je vous laisserai parler de ce sujet. C'est en lien avec les questions des logiciels métiers dont on parlait tout à l'heure. Donc déjà, le cadre juridique de récupérer les données, on va considérer qu'il est résolu dans ce cas de figure, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de cas. Ça aussi, ça rejoint la question de ce que vous attendriez de data.gouv.fr, là en tant que plateforme, mais aussi en tant qu'équipe et de la DINUM sur cette question de la qualité et au-delà. C'est comment vous voyez le futur de vos rôles et au sens large, qu'est-ce qui vous manque, en gros. Voilà. Je te laisse commencer, Nathalie, ensuite Lydie, et puis Pierre, je te laisserai terminer. Alors oui, très rapidement, moi je vais me servir un petit peu de des travaux qui ont été effectués par Open Data France et qui sont encore en cours justement. Tu parlais de la standardisation des données, ça me paraît évident et je sais que vous travaillez aussi dessus. Et puis la mise en place d'une gouvernance nationale forte par rapport à cette donnée, ça me paraît aussi évident, mais voilà. Et aujourd'hui, Open Data, on est en train de travailler là-dessus justement sur toutes ces... Alors on parlait de codification de la donnée, parce qu'effectivement, chacun a des jeux de données différents. Est-ce que mes données sont bonnes? Est-ce que je coche toutes les cases? Tout à l'heure, on parlait des logiciels. Alors effectivement, nous, on a 140 logiciels métiers au niveau de la ville. Aujourd'hui, quand je demande à récupérer des jeux de données, il faut que je fasse un chèque pour financer une API qui va me permettre de récupérer les jeux de données. Enfin, voilà, aujourd'hui, on n'en est pas là. Honnêtement, moi, je ne suis pas très satisfaite de certains éditeurs qui ne jouent pas du tout le jeu. Alors, pas tous, mais pour certains, c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on retourne autour des clauses. Il va vraiment falloir peut-être à un moment se mettre autour de la table et voir un petit peu dans quel sens on peut aller par rapport à ça, quoi. Voilà. Sinon, nous, on suit notre petit train au niveau de l'open data. Là, il y a l'IA qui vient en ligne de compte et c'est pas rien. Et heureusement qu'on a travaillé nos jeux de données. Heureusement, parce que on serait pas du tout prêt à commencer à travailler sur l'IA. Parce que sans données, il n'y a pas d'IA. Donc, avec de bons jeux de données, c'est déjà plus simple de réfléchir à une politique, entre guillemets, à une volonté de déployer l'IA en interne. Alors, quand je parle d'IA, évidemment, c'est des IA souveraines, un maximum. Et ça, c'est encore un autre sujet. Merci. Lydie ? Oui, alors avant de dresser les pistes d'amélioration, je voudrais déjà, et je ne suis pas payée pour ça, mais féliciter toute l'équipe de DataGouv parce que franchement, je trouve que les progrès, ils sont super importants là dans les dernières années. Continuez ce que vous faites sur tous les guides. Les aides techniques Python, on en a encore eu besoin il n'y a pas longtemps, c'est super. Les supports, les petits webinaires comme ça efficaces. Toutes les améliorations qu'on a vu poindre, parce qu'on parle avoir son portail ou pas, par exemple le fait de pouvoir embarquer en marque blanche, on dépose une fois sur DataGouv, embarquer en marque blanche sur sa collectivité, les API, je sais que vous êtes en train d'y travailler, tout ça c'est des choses dont on a besoin et vous êtes déjà dessus, voilà, donc et pour certaines c'est déjà terminé, donc ça c'est chouette. Maintenant, si je veux axer sur ce qui nous intéresse toujours en tant que mutualisant, c'est peut-être l'amélioration de la lisibilité sur les données de référence, parce que ce qu'on voit, c'est que
ce qu'il faut, et puis on voit aussi tous les impacts environnementaux de ces données. Donc, si on commence à démultiplier entre je la stocke à mon niveau, il y a l'échelle interco, il y a l'échelle départementale, régionale, nationale, on n'en finit plus. Ça peut prendre une volumétrie incroyable. Donc, je pense qu'il faut privilégier le dépôt à un endroit, j'allais dire quel qu'il soit, malgré ce que je viens de dire juste avant. Mais par contre, essayer d'augmenter la visibilité. Par exemple, je prends le cas de Mégalis. Nous, on publie un jeu de données de délibération pour toutes les collectivités bretonnes. Il faut que ça apparaisse quelque part. Que nous, quelque part, on n'est pas le producteur de la donnée, on est le diffuseur. Il faut avoir des statuts différents qui font que ça rend visible et qu'on valorise derrière notre jeu de données, pas simplement Mégalis, qui est pour rien finalement dans l'histoire, hormis le fait de mettre ces outils pour cette chaîne automatique, mais qu'on valorise derrière ce jeu de données l'ensemble des collectivités qui y contribuent, parce que c'est quand même plus simple pour tout le monde d'avoir un jeu de données unique si on veut faire des agrégations ensuite nationales ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Il y a peut-être aussi des pistes. J'ai interrogé aussi notre petite équipe projet qu'on partage avec des gens en interne et puis GeoBretagne, mais ils me disaient, par exemple, mettre en visibilité directe des métadonnées qui sont intéressantes, comme la couverture temporelle, l'emprise géographique, sans avoir besoin d'ouvrir le fichier pour se rendre compte de ce que ça recouvre. Voilà, que ce soit peut-être plus lisible. Évidemment, il y a l'animation autour des schémas de référence. Parce que ça, aujourd'hui, on voit bien que les schémas, ils ont besoin peut-être parfois d'être modifiés, pas grand-chose. Je sais bien qu'il ne faut pas y toucher pour que ça reste une référence. Mais moi, je vous prends un exemple. Notre jeu de délib, il apparaît en KO sur DataGouv parce qu'on va plus précisément dans un champ donné, on va à un 3e niveau de classement thématique de la délib, alors que le schéma de référence, il dit tu t'arrêtes au 2e. Est-ce qu'on doit être pénalisé pour ça ? Et c'est vexant pour nos 2500 collectivités derrière de voir que le jeu de données il apparaît en KO, alors que c'est pas vrai, c'est qu'on en fait un peu de trop finalement. Donc, faudrait travailler sur le facultatif et le conditionnel et l'obligatoire peut-être pour voir mieux ça. Et puis évidemment, dans cette logique de on pose la donnée à un endroit, j'y reviens, mais elle peut être visible sur plusieurs portails. Et continuez, vous le démarrez. Déjà, l'interface d'administration, elle a progressé, mais travailler sur le moissonnage des données pour qu'à la limite, ce soit uniquement la métadonnée qui soit dupliquée, mais pas la donnée en elle-même. Et là, je reviens sur les impacts environnementaux. Et notamment, il y a quelque chose, en ce moment, on est en train de faire des tests avec GeoBretagne, justement, parce qu'on publie nos données géographiques sur GeoBretagne, elles sont moissonnées par DataGouv. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas télécharger un fichier d'information géographique qui arrive sur DataGouv par moissonnage. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on peut encore améliorer. Heureusement, ça vous fait du travail pour les années à venir. Oui, on a présenté récemment lors d'une démo la feuille de route, et ces sujets-là, clairement, font partie des priorités de l'équipe DataGouv. Avant de laisser la parole à Pierre, Lydie, tu as mentionné le mot marque blanche tout à l'heure, et c'est une question tu l'avais mentionné plus tôt dans la table ronde, et c'est une question qui a été posée, qui t'a s'adressée à toi. Est-ce que tu peux préciser un peu plus dans le contexte, en 2 mots, hein, il me semble que ça s'inscrit dans les questions de numérisation les outils métiers que vous proposez aussi aux collectivités, et ton micro est coupé. Alors du coup, je vais partager mon écran, ça va peut-être être plus simple, mais nous, en fait, je vais vous montrer l'outil. Par exemple, je prends le cas des délibérations. On a un outil data.megalis.bretagne.bzh qui remonte toutes les délibérations à l'échelle Bretagne. Si je commence à rajouter et sirène égale, c'est une requête. Point d'interrogation, c'est que je pose une question. Sirène égale et que je mets un numéro de sirène derrière, je vais prendre un que j'ai utilisé récemment, je ne vois plus que les délibérations de la collectivité dont le sirène est ici. Il s'agit en l'occurrence, je n'arrive pas à voir, mais voilà, la mairie de Sainte-Brigitte, par exemple. Et ça, on peut encore ajouter des arguments derrière en disant Etem égale orange, parce qu'elle peut le mettre à sa charte graphique. Et ça donne que derrière, quand je suis... Ah oui, du coup, vous ne voyez pas mon écran, alors je vais le refaire ici. Je vais vous montrer juste la carte de réutilisation pour vous montrer un autre petit exemple.
Ah zut. Excusez-moi, mais comme il n'y a qu'un onglet, voilà, je vais y arriver. Oui, c'est bon. Bah là, par exemple, c'est une petite carto qu'on a fait de toutes les communes qui réutilisent nos marques blanches, donc tous les points bleus. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous montrer, mais décliné à l'échelle de la commune en question. Par exemple, là, je prends Rostronin. Donc, ils ont juste embarqué dans des balises code iframe, ça prend 3 lignes, hein, et ils peuvent réutiliser. Alors, je ne sais pas où c'est pour le cas de Rostronin, mais ça doit être peut-être tout en bas. Est-ce que c'est par là? Non. Voilà, ici. Cet autre onglet, mais je pense qu'on a compris. L'idée, c'est de pouvoir, pour une commune qui est adhérente, d'afficher sur son site une intégration d'un outil qui vient en fait de Megalis. Donc, écoute, c'est très clair. Ça. Merci d'avoir pu. Et le code iframe, voilà. c'est 3 lignes, c'est le sirène qui change à chaque fois et la couleur et des filtres sur les actes peut-être, mais voilà, c'est embarqué dans toutes les collectivités, les sites internet de collectivités qui le souhaitent. Très bien. Merci pour ce complément. J'espère que ça a répondu à la question du public. J'espère, sinon il faut me dire. Hein. Oui, et puis voilà, on donnera les informations de contact si des personnes veulent en savoir plus. Pierre, qu'est-ce que tu en penses du coup cette question des blocages et de comment les dépasser et comment data.gouv.fr, l'équipe, la DINUM en quelque sorte, peut aussi aider les collectivités. Et la question des standards aussi, référentiels, tout ça. Là, effectivement, tout a été dit. Hein. Les standards et référentiels, c'est le nerf de la guerre au niveau de la donnée. Hein. Si on veut faciliter justement la récupération et la mise en place des données, c'est quand même assez facilitateur, en tout cas pour nous. Pousser quand même, d'un point de vue national, les close data. C'est-à-dire frapper plus fort au niveau des éditeurs de logiciels métiers qui sont globalement à peu près les mêmes pour tout le monde. Hein. Je veux dire, on ne va pas les citer pour leur faire de la publicité, ça n'en a pas besoin. Mais globalement, d'avoir un petit bouton, par exemple, extraire les données open data, ça coûte rien. Si c'est fait pour l'intégralité de la France, c'est un développement pour tout le monde. Parce qu'ils vont nous le faire payer à chacun. Et à chaque fois qu'on leur paye, dire non, on l'a jamais fait, mais en fait, le voisin, il l'a fait pour nous. Donc, à partir d'un moment, on est bien gentil, les municipalités, ou même toutes les tailles administratives en France. Je crois qu'ils devraient quand même nous faciliter un peu la vie en ce sens. Hein. Après, donc, et continuer ce que vous faites pour nous aider, c'est-à-dire être disponible et être vraiment sensible à nos besoins et nos demandes, quelle que soit la complexité de nos demandes. Parce qu'il y a des moments où je sais que moi, de temps en temps, quand j'embête la DINUM ou la NCT sur certaines questions, ça ne concerne que moi. Donc, pour le coup, quand je demande des questions, c'est vraiment très gentil de votre part d'y répondre pour nous faire évoluer en ce sens. Il y a eu un commentaire dans le public sur la question de la standardisation. C'est indispensable, mais il faut être vigilant sur le fait de les rendre réalistes, compréhensibles et simples. Effectivement, c'est un vrai sujet, l'équilibre, quand on parle de schéma de standardisation, entre quelque chose de à la fois simple et en même temps qui couvre l'hétérogénéité des données à l'échelle nationale. Je mentionne qu'il y aura un webinaire à ce sujet sur la question des schémas. Je crois que c'est le 16 septembre. Ouais. Le 16 septembre, voilà. Donc une autre raison de vous inscrire et de voir le programme de la rentrée. Et puis il me reste donc à vous remercier, Lydie, Pierre, Nathalie, une nouvelle fois. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. On a répondu à toutes les questions du public. On a essayé en tout cas. Oui, Lydie, tu veux dire un dernier mot? Pardon. Oui, désolée. Je voulais juste mentionner une étape de mutualisation supplémentaire sur les outils qu'on a dû développer, parce que quand ça existait en code source libre, on a réutilisé. Par exemple, notre marque blanche sur les données essentielles de la commande publique. Arnia, qui est l'équivalent de Megalis en Bourgogne-Franche-Comté, l'avait développé. Super, on s'est appuyé dessus. Quand ça n'existe pas, on a fait des ateliers d'UX avec nos collectivités. Donc, on les a mis dans la chaîne pour aussi qu'elles adhèrent aux choses. Et quelque chose de très important, c'est développer en open source. On parlait de la problématique des éditeurs, etc. Mais le fait de développer en open source, ça rend pérenne l'outil. Aujourd'hui, la marque blanche que je vous ai présentée, elle est réutilisée en Centre Val de Loire, elle est réutilisée dans le 64.
Il y a la NCT qui l'a réutilisé pour le site collectivité.fr. Voilà, c'est bénéfique pour tout le monde en fait. Et on paye une fois, ça a un coût. Et nous, on a eu la chance d'être financés dans le cadre de France Relance. Mais après, ça peut servir potentiellement à beaucoup d'acteurs sur le territoire, pas simplement Bretagne. Voilà. Ce sera le mot de la fin et une bonne partie de la solution. Je mentionne qu'on a un forum, forum.data.gouv.fr, où le public peut également poser des questions sur ces sujets. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce forum et à aborder tous les sujets que vous voulez. Et voilà. Antonin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais merci encore pour votre participation et pour tous ces échanges hyper intéressants. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est aussi vous dire qu'il y a le forum, mais il y a aussi le support de DataGouv, donc n'hésitez pas aussi à nous écrire là-dessus, aussi si vous voulez peut-être potentiellement contacter les intervenants pour qu'on s'en fasse le relais. Et puis n'hésitez pas à jeter un œil à tous les autres événements de la rentrée. Et merci à nos invités et merci au public. Vous étiez quand même nombreux, jusqu'à 90 je crois sur le direct, donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.